Bonsoir, donc nous sommes présents pour notre troisième interview thématique. Ce soir on va parler de la jurisplaisance, du droit de la plaisance. Et on est avec Zoé Pajot, qui est juriste maritime justement, et qui va nous rappeler un petit peu les bonnes pratiques en matière de location entre particuliers, comment ça se passe et quelles sont les choses à bien avoir en tête lorsqu'on loue des bateaux entre particuliers. Bonsoir Zoé. Bonsoir, merci de recevoir. Eh ben, très bien. J'ai une première question pour commencer. Quelles sont les grandes obligations en matière de location entre particuliers? Alors, la première obligation, ça va être celle du propriétaire, de mettre à disposition le navire convenu avec le locataire, correctement équipé et en état de navigabilité, c'est-à-dire un navire apte à affronter les périls de la mer. Donc un navire avec des voiles en bon état, avec aucune voie d'eau, avec un moteur qui fonctionne, enfin ça paraît évident, mais c'est très important puisque c'est le propriétaire qui est responsable du bon état de son navire et en cas d'accident causé par un mauvais entretien du navire, c'est lui qui assume les responsabilités. D'accord. Voilà. Deuxième obligation du propriétaire également, c'est d'assurer son navire, de contacter son assurance et de la prévenir qu'il va faire de la location. Et ensuite de mettre à disposition du locataire son contrat d'assurance afin que celui-ci vérifie bien toutes les clauses de ce contrat, qui donc prennent connaissance de la couverture des risques. Comme ça, en connaissance de cause, il peut décider s'il a besoin d'une assurance additionnelle ou pas. Et puis surtout, il va pouvoir prendre connaissance de toutes les démarches à effectuer en cas de sinistre. En termes d'assurance, il ne faut pas oublier non plus que le locataire doit prévoir une assurance responsabilité civile pour les dommages qu'il pourrait causer au tiers. D'accord, donc ça c'est son assurance personnelle, voilà. En dehors de l'assurance du propriétaire. Deux choses différentes, tout à fait, l'assurance du navire et l'assurance responsabilité civile. Très bien. Et enfin, quelque chose que la loi n'oblige pas à faire mais qui est complètement essentiel, c'est la rédaction d'un contrat écrit. Oui. Justement, le contrat, c'est un peu le point névralgique de la location, ce qui est vraiment encadré. Quelles sont un peu les clauses à ne pas manquer? On pense notamment à la date de début et de fin de la location, à l'heure du début et de la fin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est essentiel, il faut la date, l'heure et le lieu du début et de la fin de la location. Il faut éventuellement prévoir des pénalités de retard si jamais le navire ne peut pas être restitué à temps pour des conditions météorologiques par exemple. Donc déterminer qui assumera les coûts en plus pour le retard, prévoir des obligations et des interdictions à l'égard du locataire, par exemple des zones de navigation. Le propriétaire peut souhaiter que son bateau ne mouille que dans tel port ou ne dépasse pas telle zone ou ne navigue pas au-delà de force 5 pour des raisons de sécurité s'il n'a pas complètement confiance dans le locataire. C'est son droit, il faut tout prévoir dans le contrat. Il peut par exemple souhaiter que le locataire ne fasse pas de navigation mouillée. Voilà, donc bien prévoir tout ça dans le contrat, spécifier s'il autorise ou non la sous-location, rappeler le nombre de personnes autorisées à bord. Quelle est la procédure en cas d'accident? Est-ce que le propriétaire autorise le locataire à faire des petites réparations s'il y a un souci ou est-ce qu'il souhaite être prévenu quoi qu'il arrive en premier lieu? Bien pareil, bien le prévoir. Et puis de toute évidence, le montant de la location, le loyer, le montant de la caution et la date à laquelle elle devra être restituée. D'accord. Sachant que bien évidemment le contrat peut faire l'objet d'une co-construction entre le propriétaire et le locataire. Complètement. Le contenu du contrat est libre puisque la loi ne régit pas le contenu, c'est entre le propriétaire et le locataire de déterminer les obligations de chacun, le rôle de chacun et le corps de leur accord. Ok. Quid des responsabilités justement, parce qu'on évoque un peu le contrat, où s'arrête la responsabilité du propriétaire, où commence celle du locataire, concrètement, comment ça se passe? Donc, le propriétaire, c'est ce que je disais au tout départ, il est responsable du bon état du navire. Donc par exemple, un dématage, on va essayer de déterminer quelle est la cause. Si c'est un défaut de structure, ça va être le propriétaire qui est responsable. Si c'est un accident dû au défaut d'avoir pris un riz dans la voile et donc trop d'efforts dans un mauvais temps, et là ça va être plutôt la responsabilité du locataire. Donc voilà, le propriétaire il a sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du client pour l'état du navire. Le locataire, lui, il a sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du propriétaire pour tous les dommages qu'il va lui-même causer au navire de par ses fautes. Il a également, le locataire, une responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers. Donc en cas d'accident,
il est responsable en tant que gardien en sens juridique du navire. Et il est également responsable, ça va de soi, de ses fautes personnelles, de sa responsabilité civile à l'égard des autres. Et puis, si jamais on a par exemple un cas d'accident, de collision entre deux navires, là on va appliquer le régime spécifique de l'abordage maritime. Il faudra déterminer s'il a commis une faute par rapport aux règles de navigation ou pas. Jusqu'ici c'est assez classique, naviguer en bon père de famille, exactement, être responsable du bateau. Quid justement de l'introduction d'une tierce personne qui est le skipper. Oui. Là on vient de parler de propriétaire locataire, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute le skipper dans l'équation? Alors soit le skipper va être le propriétaire, dans ce cas-là il intervient à titre personnel, il n'est pas payé pour cette prestation précise de skipper. La prestation c'est... Non, il est là en tant que propriétaire et il devient chef de bord du navire. Soit il est professionnel et dans ce cas-là il a le droit d'être rémunéré à son titre. Et il doit justifier d'un brevet. En France, ça sera le capitaine 200. Ça peut être un autre brevet reconnu au niveau international. Et généralement, on va prévoir un contrat d'engagement à côté du contrat de location qui est régi par le droit social des gens de mer. Et voilà, qui est donc le cadre de la relation entre le skipper professionnel et le locataire. Concrètement, on aura un contrat pour la location du bateau et puis un autre contrat pour la prestation professionnelle. Le skipper, lui, sera responsable de la gestion nautique du navire, de la navigation, des manœuvres, il est responsable de la sécurité à bord. Et le locataire, lui, reste responsable de la gestion touristique, donc décider de l'escale, de l'itinéraire. Voilà. Et là encore, c'est important de bien prévoir tout ça dans le contrat, dire quel est le rôle de chacun. Ok. Bon, merci beaucoup. En l'occurrence, bien prévoir toutes les clauses du contrat. Et puis je vous rappelle que justement sur le site de Sail Sharing, on met à disposition des documents dans le cadre d'une location qui rappellent ces bonnes pratiques et qui permettent de louer en toute tranquillité. Merci et bonne soirée. À vous.